Voilà. Bonsoir, bonsoir. On va attendre que les personnes se connectent. Salut Jérôme. SARL Nautilea, là, c'est un Bon, marchand de poissons, de coraux, qui est à côté de Rouen, un passionné. On attend un petit peu. J'espère qu'il va y avoir du monde quand même, mince. Au pire, ils regarderont sur Facebook. Salut Ludovic, salut Julien. Ça monte petit à petit. Donc on est avec Jérôme Blanc, l'aquaducteur, c'est-à-dire un veto qui décide de se spécialiser dans les poissons. Pourquoi pas? Et on va essayer de voir un peu, de parler un peu de la bouffe des poissons et compagnie. Ah tiens, il y a Alain, ouais. Salut Alain, il avait des questions à poser, je crois. C'est un biologiste, nitrobactère. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Donc si vous avez des questions sur les poissons, eh ben c'est le moment parce que c'est pas tous les jours qu'on a un vétérinaire de poissons. Salut Jérôme, docteur Jérôme Blanc. Merci d'accepter cette invitation. Tous les échos que j'ai eu te concernant, tout le monde m'a dit il est hyper sympa, donc ça se confirme. Voilà. Euh, donc on va parler un petit peu poisson. Donc toi, tu traites poisson eau de mer, poisson d'eau douce? oui, alors je suis vétérinaire Ouais, et donc effectivement je me suis alors spécialisé. C'est sujet à débat chez les vétérinaires, la spécialisation. C'est un diplôme de plus, on va dire, mais j'ai dédié mon exercice au monde aquatique pour faire assez simple. Et ouais, donc, les poissons font partie effectivement de la plus grande partie de mon quotidien, mais ça ne s'arrête pas aux poissons, d'où le aquadocteur. ouais, Mais voilà, je suis vétérinaire monde aquatique. Enfin, je fais pas les cétacés, je fais pas les mammifères, ouais. mais ça m'arrive de faire aussi du reptile, de l'amphibien, et puis pour ce qui va nous intéresser plus aujourd'hui, ça va être les invertébrés. Mhm. Oui, voilà, invertébrés, poissons, ça m'arrive de travailler aussi sur des données écologie, hein, donc on va parler aussi d'algues, de plantes, Ouais. Mhm. de tout ça un peu mélangé. Mais c'est vrai que souvent ça tourne autour des poissons. Ok. Et comment ça se passe? Tu interviens chez des particuliers, les gens t'appellent, j'ai mon poisson qui a ci, qui a ça, il s'est blessé, comment? Oui, alors on va dire j'ai deux parts de mon activité. Alors pour résumer rapidement mon parcours, enfin, Aquadopter c'est récent, hein, ça a moins d'un an, donc c'est encore enfin, en création. Ça commence à tourner, mais on va dire c'est la première phase, hein, c'est en rodage. Après, moi, je suis vétérinaire depuis 5 ans. Depuis 5 ans, j'ai fait un an d'internat, où j'ai appris à soigner les animaux de zoo et les NAC, les animaux Mhm. aquatiques. Et après, j'ai fait du poisson depuis, ça fait plus de 4 ans que je fais uniquement du poisson, enfin de l'aqua. D'accord. Euh, Là, Aquadocteur, ça s'adresse aux particuliers, effectivement. Ça, c'est un peu un point original, on va dire, de mon approche, c'est que moi, j'introduis les poissons comme on soignerait les NAC, on va dire, Ouais. euh, avec une approche de médecine individuelle qui est vraiment un point auquel je tiens, et là où on va parler hein, d'échographie, de chirurgie, de choses. Ah oui, Euh, sur les poissons. oui, voilà. Donc ça, c'est une spécificité, on va dire, de ce que je propose. Mais je fais aussi le médecin poisson tel qu'on l'imagine, c'est-à-dire soigner un aquarium, un groupe de poissons. Et après, je travaille aussi avec des professionnels. Et C'est-à-dire, des fois, tu étais amené à aller chez des importateurs, des choses comme ça, pour oui. Mm. vérifier les poissons. Donc, tu travailles avec Antinéa, avec des gens comme ça, Amblard? Oui, alors, non, Blard, je connais pas, enfin, à part de Non. nom, mais pas professionnellement. Euh, Là où je travaillais avant, donc je travaillais dans un cabinet d'aquaculture, on suivait quelques grossistes et j'ai pas mal travaillé avec eux. Comme j'ai apporté enfin, une compétence et une connaissance particulière pour le monde des poissons d'aquarium, ce qu'on appelle l'ornement dans le Mhm. jargon vétérinaire poisson.
Donc ça, c'est oui, c'est les grossistes, quelques magasins, en fait un petit peu toute la chaîne dès que ça arrive en Europe, hein. Hum, D'accord. D'accord. Après, c'est vrai que en termes de pratique, j'ai plus travaillé avec de l'eau douce sur le tropical. Mais du marin aussi, oui, grossiste. Après, j'interviens aussi des fois chez les particuliers, donc là, c'est vraiment le poisson dans l'aquarium. Et puis, je travaille aussi avec des organismes de recherche, Ouais. euh, où là, ça va plutôt être de l'écologie ou de l'étude du monde marin, mais à grande échelle, dans la nature. D'accord. D'accord. Donc tu côtoies, j'imagine que tu as côtoyé Alain Dudé, que tu. Est-ce que tu Hum, connais Julie et Vincent d'Encore du Poisson? oui, très bien. Ouais, tu les connais bien aussi, Hum, j'imagine. Ouais. Ok. oui, oui, oui. Ok. Euh, je pense à un truc que tu m'avais dit là quand c'était au téléphone. Ça me reviendra. Je vais reprendre un peu les questions là de Philippe Rollina qu'il avait mis en commentaire sur l'annonce du live pour lancer le truc. Alimentation des poissons. Est-ce que c'est important de différencier l'alimentation pour les carnivores, les herbivores, les omnivores? Quoi donner? Si tu as des marques de nourriture pour poissons, bah, n'hésite pas, quoi. Qu'est-ce que tu dirais, qu'est-ce que tu conseillerais? Oui, bon, moi, je vais rester plus général. La définition de herbivore par rapport à carnivore, chez les poissons, elle n'est pas si claire que ça. Hmm, En fait, des vrais poissons herbivores, si on reste sémantique, hein, il n'y en a pas puisqu'il n'y a pas vraiment d'herbe dans les milieux aquatiques. Euh, il y a des poissons qui ont une tendance plus végétalivore ouais, et d'autres plus carnivores, mais en fait, c'est vraiment à nuancer, c'est pas aussi clair que sur les espèces terrestres. Et il y a des animaux qu'on considère comme herbivores parce qu'on les voit manger des algues et qui en fait sont plutôt carnivores dans le sens où ils mangent plutôt des animaux qui sont fixés sur ces algues. Ce qu'ils d'accord, assimilent, ça va plutôt être ça. Et les algues, elles vont rentrer, sortir, mais elles nourrissent pas vraiment l'animal. Donc il y a toute une gamme là-dedans. Et pour différencier, ça va plus être la fréquence d'alimentation qui va jouer ouais, et la richesse de l'aliment au moment du repas, enfin, ça dépend comment on compte, hein, mais par repas, par jour, par semaine, plus que la composition en elle-même ouais. qui va vraiment entrer en jeu. D'ailleurs, on dit que par exemple les chirurgiens sont herbivores et compagnie. Enfin, quand on met des misis dans le bac, c'est les premiers à se précipiter dessus, hein. Oui, tout à Euh, fait. ça corrobore ce que tu Et dis, hein. voilà, il y a pas mal de poissons qui broutent, mais qui au final, si on analyse les selles, il y a pas mal enfin, d'algues qui rentrent et qui sortent de la même manière qu'elles sont rentrées. Il y a pas de digestion, il n'y a pas d'assimilation. D'accord. En fait, en broutant, ils ramassent plein de petites choses et de micro-organismes. Alors, ça va de l'homysis, hein, qui s'est perdu au milieu des algues et qu'ils arrivent à attraper au passage, jusqu'à des micro-organismes, voire des champignons, enfin, des choses enfin, qu'on voit pas, donc on ne Mhm. calcule pas vraiment, mais c'est pas forcément l'algue en elle-même qui digère, mais qui assimile. Et c'est pour D'accord. ça qu'effectivement, les poissons qu'on appelle herbivores affectionnent aussi bien des nourritures carnées. Ok. Au Merci. niveau des marques, là, ça Voilà. va être plus compliqué. D'abord parce que c'est difficile de savoir ce qu'il y a dans l'aliment. Ouais. Si on se base que sur l'aspect médical, scientifique, ben, si on n'a pas la recette exacte, c'est pas évident. Et puis après, en fait, c'est difficile aussi d'avoir une nourriture miracle. On va dire plutôt, est-ce que tu préconises de nourrir? Est-ce que pour toi, les croquettes, les flocons sont plus complets, par exemple, que des poissons nourris exclusivement avec du congelé? Type Mysis, Artemia, ou choses comme ça. C'est c'est compliqué parce que je vais faire un parallèle avec les chiens. C'est comme comparer les croquettes avec le bar, enfin, la nourriture de viande. Tout ce qui est frais, congelé, c'est enfin, beaucoup plus riche, beaucoup plus diversifié et mieux conservé que de l'aliment sec. Hmm. Mais par contre, ça laisse beaucoup plus de place aux bêtises individuelles. Si on donne qu'un type d'aliment, on
peut tout de suite créer des gros déséquilibres, alors un aliment déshydraté complet déjà fait, ça laisse moins de place aux erreurs, quoi. Ouais, Donc, moi, en général, ça va plutôt être pour les poissons d'eau douce, mais moi, je conseille de se baser sur un aliment sec pour le quotidien, on va dire, pour la ouais. régularité, et compléter plus ou moins régulièrement selon les espèces, avec du frais, du congelé, voire du vivant selon les espèces, mais pour apporter de manière ponctuelle des choses qui pourraient manquer dans le sec. D'accord. Est-ce qu'un poisson a besoin de beaucoup manger? Parce qu'il passerait sa journée à manger. Mais donc il y a toujours des questions qui reviennent sur le dosage de la nourriture, quoi. Euh, disons, on va dire un poisson. On va dire le mec a un hépatus ou un flavescence dans son bac. Un poisson. Tu lui donnes combien à manger par jour? Un cube? Deux cubes? Et c'est là que ce que je disais tout à l'heure entre vraiment en compte, c'est que un carnivore, il va pouvoir se faire une proie par semaine et ça lui pose aucun problème. C'est quelque part son habitude alimentaire. Tandis que là, les espèces que tu citais, c'est les brouteurs. Toute la journée, ils mangent. Hmm. Donc, ça fait partie de leur comportement et leur système digestif a besoin d'un apport régulier. Maintenant, s'ils mangent toute la journée que de la viande, ça se passe pas bien. D'abord au niveau équilibre digestif et puis après au niveau richesse, ils vont devenir obèses. Hmm. Parce que eux, dans la nature, quand ils broutent, ils mangent tout le temps, mais très peu et surtout très, très peu riche. C'est de l'aliment qui, bah, comme on a dit, qui rentre, qui sort. Ah oui. Donc en fait, ça va vraiment dépendre du comportement de prise alimentaire du poisson. Et les brouteurs, il faudrait les nourrir constamment, mais avec quelque chose qui est très très peu riche. C'est-à-dire que Et en- c'est un peu le même truc que les planctophages, quoi, type Anthias et compagnie. Oui, Euh, oui, c'est un peu le même style. c'est un peu le même Un style. brouteur, ça broute toute la journée. Mais du coup, l'aliment, il faudrait qu'il soit très peu riche. Et donc en fait, on parle du lest, hein, de ce que l'animal ne va pas assimiler, va ressortir de la même manière. Mais en aquariophilie, on n'aime pas ça parce que ça pollue l'aquarium. Hmm. Donc, c'est pas évident de trouver un juste milieu. Entre le bien-être du poisson et la pollution de l'aquarium. Oui. Euh, donc la deuxième question de Philippe, c'était est-ce que tu as un La avis? quantité, oui, parce que du coup, j'ai pas répondu, mais la quantité va beaucoup dépendre de l'espèce. Ouais, Euh, sur des animaux prédateurs qui vraiment prennent une proie, euh, pas nourrir tous les jours, c'est pas aberrant. Il y a même des espèces qu'on va nourrir qu'une fois par semaine, sans que ça pose de problème. Par contre, un brouteur, il faut à minima le nourrir 2 fois par jour. d'accord. Qu'il Et est- donc les gens, les poissons qui prennent une proie, les clowns par exemple, c'est pas des brouteurs. Ils n'ont pas, ils peuvent non, ne c'est pas être, carnivore. Mm. ouais, ils peuvent ne pas être nourris tous les jours. Donc. Oui, oui, oui. Oui, oui, c'est pas un problème. Alors après, encore une fois, le problème, c'est qu'il faut. Est-ce qu'on est sur un bébé clown en pleine croissance ou est-ce qu'on est sur un adulte qui a 5 ans et qui. Voilà. On n'est pas aussi sur les mêmes besoins, hein. Non, parce que des fois les gens se posent le problème des vacances. Je veux dire, ça pose aucun problème avec des clowns adultes de partir 5 jours sans mettre en Dans discussion le l'ordre de groupe. la journée, ça pose aucun problème. D'ailleurs, moi, ce que je dis à mes clients souvent, c'est qu'il y a beaucoup plus d'accidents de gens qui essayent de donner les clés aux voisins pour qu'ils viennent nourrir. Mais des morts de faim pendant les vacances, il n'y en a pas, hein. Il n'y en a pas si le poisson est en bonne forme avant que vous partiez. Et même bon, ça pose pas de problème, ça. Il trouvera toujours quelque chose à manger dans l'aquarium, hein, de toute façon. Ah, et après, il y a ça aussi. Alors ça, c'est particulier aux marins, c'est qu'il y a aussi tout un écosystème. Donc je parlais du chirurgien qui a besoin d'être nourri 2 fois par jour. Ça dépend de la taille de l'aquarium et de la quantité d'algues qui est à brouter. S'il peut trouver, lui, de son côté, de quoi manger toute la journée, Mm. on peut se contenter de nourrir de manière espacée. Maintenant, dans un aquarium vide où il n'y a rien, il faut le nourrir régulièrement, sinon ça va mal se passer. D'accord. Est-ce que tu as un avis sur les UV? Est-ce que tu conseilles d'en mettre en permanence pour éviter les parasites et les choses comme ça? Le grand débat des UV. Euh, alors, on va se limiter aux marins, du coup, parce que sinon, Ouais, ouais, ouais. alors, par rapport à la lutte enfin, contre les maladies, au sein d'un aquarium, donc un aquarium tout seul, là, avec un UV sur la filtration, moi, mon avis, c'est que la lutte sur les maladies, c'est illusoire. En fait, la part de propagation de la maladie qui va se passer au sein de l'aquarium,
elle est nettement supérieure à ce qui va être éliminé, enfin ce qui pourrait passer dans l'eau et dans la filtration, et qui du coup serait peut-être éliminé par l'UV. Donc dans un contexte intra-aquarium, les UV sur la propagation des maladies, pour moi, c'est un faux débat. Enfin, ça changerait. Par contre, c'est très important dès que vous allez aligner plusieurs aquariums. Quand on a une filtration groupée ou quand on a une quarantaine avec un tuyau, là, la totalité de la potentielle propagation, elle passe par l'eau. Donc là, mettre une barrière UV, c'est 100% d'efficacité au terme de propagation. Au sein d'un aquarium, si on parle de points blancs ou de bactéries, les poissons, ils se touchent, ils se frottent, ils se mangent entre eux. La propagation, enfin, c'est pas la petite part qui va passer dans l'eau et qui va peut-être être éliminée par l'UV qui va changer grand-chose à la contamination au sein de l'aquarium. D'accord. Alors après, il y a l'histoire de la prolifération, par exemple, comme des points blancs. Ça, c'est vrai qu'il y a eu des efficacités montrées par rapport aux heures de relargage des larves, où on va avoir un parasite qui va être présent dans la colonne d'eau. Donc là, le problème, c'est pas le risque qui se fixe sur les poissons, c'est sa capacité à se reproduire. Donc dans certains contextes, ça peut agir. C'est souvent, on parle au lever du soleil, le matin. Ah oui? Il y a un relargage de larves parasitaires. Et donc, si on met efficacement un bon brassage avec une bonne efficacité d'UV, ça peut limiter la propagation. Donc, ça peut limiter la gravité de l'infestation de l'aquarium. Mais il faut vraiment faire ça de manière hyper efficace et avec des gros débits. Qui dit gros débit dit puissance d'UV vraiment élevée. Et en général, c'est pas trop ce qu'on fournit dans les aquariums, quoi. D'accord. J'avais une question qui me passait par la tête et elle m'a échappé. Donc, je vais prendre la troisième question de Philippe. Euh, Quelles sont les maladies traitables en bac communautaire? Non, voilà. Est-ce que les points blancs, on dit souvent que les points blancs sont liés au stress, notamment chez les chirurgiens. Est-ce que c'est vérifié scientifiquement? Est-ce que le stress du voyage, le stress d'un nouvel aquarium ou la Alors, cohabitation avec les... c'est pas le stress qui crée la maladie, hein, le parasite est là. S'il n'est pas là, il y a pas de problème. Mais Mais donc la défense immunitaire du poisson baisse et il se développe? voilà, exactement. C'est un équilibre avec le système immunitaire. Ça veut dire que le parasite était là, hein. Donc, si vous êtes sur une structure où il n'y a pas de portage de points blancs, même stressés, les poissons ils vont mourir, peut-être d'autres choses, de bactéries ou d'un autre parasite, mais ils ne vont pas déclencher le point blanc. Mais les points blancs, en fait, quand un poisson en a eu, en général, il reste porteur. J'ai pas les chiffres à donner en tête, mais il va en avoir quelques-uns sur sa peau. Euh, Comme un chien aurait quelques puces. Bon, mais ça lui fait rien, il y a un équilibre qui se met avec le système immunitaire. Et puis dès qu'il y a quelque chose, un déclencheur, enfin pas dès, mais en fonction du déclencheur, un gros stress, ça crée une immunodépression. Et du coup, ça peut partir en résurgence de la maladie de manière visuelle, mais en fait, c'est juste que de 3 parasites, on va passer à 1000. Donc on va D'accord. voir les symptômes. Est-il vrai que l'ail stimule le système immunitaire des poissons? Alors, moi, je ne l'ai jamais entendu de cette manière. Scientifiquement, j'aurais plutôt tendance à dire l'inverse. Ouais. C'est un poison, là, il ne faut pas l'oublier quand même. C'est toxique pour certains animaux. Donc, non, j'aurais plutôt tendance à penser le contraire. L'ail, c'est beaucoup abordé en aquariophilie. En fait, on n'a pas d'études qui montrent, à ma connaissance, qui montrent réellement l'efficacité. On a des études chez d'autres espèces qui montrent qu'il y a une inefficacité en termes curatifs, c'est-à-dire un poisson parasité, enfin un poisson, non, c'est pas un poisson du coup, mais d'autres espèces parasitées, vous allez leur donner de l'ail, en fait, ça ne va pas les soigner du tout. Donc ça, c'est prouvé scientifiquement. Après, en fait, ce serait un vrai vermifuge, c'est-à-dire qu'il fait Ouais. peur aux parasites. Donc pour moi, ça n'a d'intérêt, si ça en a un, que dans une optique de longue durée d'élevage, pour limiter la colonisation de vos poissons par des parasites. Le schéma, ce serait que les parasites, ils passent dans le digestif et puis ça pue l'ail et du coup, ils vont ailleurs, quoi. Ouais. Ils restent pas, quoi. Mais ça, c'est en préventif, c'est pour limiter l'infestation. Une fois qu'on a des poissons parasités, l'ail, c'est pas magique.
En tout cas, moi, j'ai jamais vu de cas miraculeux au traitement à l'ail. Par contre, j'ai déjà vu des intoxications alimentaires, hein. Des gens qui veulent traiter à l'ail, mettre 2-3 gousses, sauf que 2-3 gousses dans quelques grammes de granulés, ça peut être toxique. D'accord. Donc, il faut quand même faire attention. Ok. Là, je suis toujours sur le truc de Philippe, donc je vois pas les commentaires. Donc après, on viendra à vos questions. Il faudra que je remonte les commentaires s'il y a des questions. Euh, est-ce- Quelles sont les différences entre l'ichtio et l'odynium en termes de parasites, de cycle et de traitement? Euh, alors, c'est pas le même parasite. C'est quand même deux parasites qui ont enfin, qui ont une base de cycle qui est proche, avec un stade sur le poisson, un stade libre dans l'eau et un stade environnemental. L'odynium, il y a des odyniums, il y a plusieurs espèces. On en a en eau douce, on en a en eau saumâtre, en eau de mer, et puis il y a des différences de tolérance au niveau température. En général, on a coutume de dire que l'odynium a tendance à mieux survivre dans l'environnement sans hôte. Donc le problème de D'accord. l'odymium, c'est que s'en débarrasser, même avec les techniques de enlever tous les poissons ou passer le poisson d'un bac à l'autre pour casser les cycles, c'est plus difficile parce que l'odymium a une plus grande tolérance de survie environnementale sans arriver à parasiter un poisson. Et dans ce cas-là, l'UV n'a aucun intérêt? Alors, c'est-à-dire de mettre un poisson, L'odynium, il se fixe sur le décor ou il est dans la colonne d'eau? ben, ça dépend du stade. Ah oui, Le stade infectant et le stade sensible au traitement, en général, il est dans la colonne d'eau. Donc, il y aurait un intérêt des UV à limiter la propagation de la maladie. Mais le problème, c'est que quand on arrive à les voir à l'œil nu, il y en a tellement enfin, que l'effet de l'UV, c'est trop tard, quoi. La propagation, elle est déjà là, les poissons sont déjà tous contaminés. Donc, bah, ça peut aider à limiter que ça flambe, mais c'est pas ça qui va sauver les poissons qui ont déjà des symptômes. d'accord. Et comment on fait donc parce qu'il y a beaucoup de gens qui perdent tous leurs poissons à cause de cette maladie. Euh, Alors, le problème, c'est que la plupart des traitements qu'on utilise pour tuer ces maladies, par exemple, en eau douce, où on a moins d'invertébrés, tuent les invertébrés. Donc, c'est le principal problème qu'on a en récifal. mhm, Globalement, le stade libre, là, pour les deux espèces, il est vraiment sensible à beaucoup de choses. Le problème, c'est que c'est qu'une part du cycle. Donc, et le cycle, il ne faut pas s'imaginer que enfin, c'est à chaque seconde ou à chaque millième de seconde, ben, il y a des milliers de parasites qui font leur cycle. Et donc, en fait, la difficulté, c'est de maintenir un traitement longtemps pour que le cycle n'arrive pas à se faire. Et ça, donc, ben, il y a le cuivre qui aide à ça, à avoir un effet longue durée et efficace. En eau douce, on utilise beaucoup le FMC, mais on peut l'utiliser en marin aussi. Donc c'est formol, vermelakite et bleu de méthylène. Mais le problème de tout ça, c'est que ça tue les invertébrés. ah oui, Donc il y a des problèmes de traitement quand on est en bac d'ensemble, récifal avec des invertébrés. Euh, il y a, alors, il y a des traitements qui aident enfin, qui tuent le parasite, mais c'est des traitements qui sont soumis à ordonnance. C'est des médicaments antibio, fongicide. qui ont aussi un effet qui est antibiotique. Et donc, c'est des molécules, il faut faire appel à un vétérinaire pour surveiller leur utilisation. Donc, il y a enfin, les sulfamides, il y a des molécules qui ont des effets efficaces sur ce parasite sans tuer les invertébrés. Mais le problème, c'est que comme elles ont effectivement, comme tu l'as dit, des effets antibiotiques, elles tuent les bactéries. Et dans un Ah, aquarium, tuer les bactéries, c'est pas bon. Donc ça a d'autres effets secondaires que ceux dont on a l'habitude. Donc ça crée d'autres problématiques qu'il faut savoir gérer. Donc c'est pas non plus une solution miracle. Et après, il y a la problématique que c'est pas disponible dans le commerce et qu'il faut faire appel à un vétérinaire. d'accord. Bon. Et la dernière question qu'avait posée Philippe, c'était l'intérêt du charbon actif. En continu, pas en continu, ponctuellement. Est-ce qu'il y a un intérêt à faire circuler l'eau sur du charbon actif? Est-ce que tu le préconises? Est-ce que... Alors, en fait, c'est quelque chose qui a eu beaucoup d'intérêt au départ quand on maîtrisait rien à l'aquarium.
où on prenait de l'eau, on ne savait pas trop où, on ne savait pas trop de quelle manière. L'avantage du charbon actif, c'est que ça détoxifie de manière large. Donc ça permettait d'avoir un rempart face aux problèmes. Si on prend l'eau dans un port, par exemple, eh ben, on prend des hydrocarbures, le charbon actif il peut permettre de limiter les dégâts, quoi. Hmm. Donc il y a un intérêt enfin, on va dire, rempart aux gros problèmes d'intoxication. Ça capte les métaux lourds, les insecticides, enfin toutes les toxines qu'on n'aurait pas vu venir. Après, il y a eu des problèmes qui sont décrits dans la littérature, c'est que le charbon, il capte, il relargue. Ah, il Et, relargue? Ah oui. et donc, du coup, ben, il va avoir un effet bénéfique pendant un certain temps. Et puis, un jour ou l'autre, on ne sait pas pourquoi, mais ça peut être par exemple un ajout d'un autre produit ou lors d'un traitement ou quelque chose, il va se mettre à relarguer ce qu'il a capté. Et ça, c'est dangereux parce que quelque chose, il va peut-être le capter progressivement. Il y en avait quelques nanogrammes dans votre environnement. Et d'un coup, suite à un facteur, il va se mettre à tout larguer d'un coup. Donc peut-être qu'à la base, c'était pas très toxique, et puis là, donc Hmm. ça, c'est quelque chose auquel il faut faire gaffe. Et c'est pour ça que la mise en permanence, elle est très dangereuse, parce qu'en fait, tôt ou tard, on oublie de le changer. Parce qu'il n'y a pas vraiment de règles, on ne sait pas trop quand le changer. Donc soit on s'oblige à le changer tous les mois, et puis comme ça, on est sûr que, mais on sait d'expérience que tôt ou tard, on pense à autre chose, on veut faire des économies, on a d'autres problèmes, et puis le charbon, on ne le change plus, quoi. Donc voilà, c'est quand même risqué de ce côté-là. Et après, à côté de ça, maintenant, on a une telle maîtrise. Alors quand je dis on, c'est la choréophilie en règle générale, hein, mais une telle maîtrise des paramètres pour tout ce qui est récifal, les gens travaillent avec de l'osmosée, donc déjà beaucoup moins de risques de toxines. On contrôle beaucoup plus de choses. Voilà, on a beaucoup plus d'alarmes suite aux dérives de paramètres qui font que l'utilité devient un peu plus nuancée. D'accord. Et dans certains contextes, on ne peut pas passer autrement, hein. Moi, j'ai des clients qui ont une eau de forage ou une eau avec des paramètres, hein, avec des toxines ou quoi identifiées. S'ils ne mettent pas de charbon, ils ne peuvent pas continuer l'aquariophilie. Donc, faut nuancer, quoi. On ne peut pas dire ça sert à rien ou pas. Mais D'accord. Mais l'aquariophile lambda qui fait son eau avec un bon osmoseur, tu as plutôt tendance à dire de l'utiliser ponctuellement s'il y a un problème, quoi. ponctuellement, s'il y a un problème, après les traitements, hein, ça on oublie. Après les traitements, ça vaut le coup, hein, pour éliminer tout résidu. Euh, Après, filtrer sur osmosée, c'est moins dangereux parce que ça permet de retirer les quelques métaux lourds ou toxines qui pourraient rester. Mais comme les quantités sont moindres et que en général, le système de filtration n'est pas dans l'aquarium principal, on peut filtrer sur charbon actif dans la cuve d'osmosée, par exemple, pour éliminer les résidus. Là, le risque est moins grand parce que là, il va moins y avoir d'effets qu'on mesure pas, qu'on maîtrise pas. Et puis dans l'eau osmosée, il y aura moins de toxines. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place. D'ailleurs, enfin, beaucoup de gens que je connais qui ont des installations mettent des cartouches de charbon dans leur cuve d'osmosée à la préparation. Donc ça, Ah ouais. c'est Hmm. pas aberrant. Mm. D'accord. Là, on va parler. Il y a Yannick, qui est un des plus grands récifalistes français, Yannick Devigne, qui a une Oui, j'ai piscine. regardé le live, hein. Tu as regardé le live avec le bac de Oui, j'ai Yannick? Ouais. écouté avec grand intérêt. Tu fais partie des 6000 personnes qui ont vu le live. Alors, il demande, est-ce que tu as une recette? Récemment, Hein? j'ai Est-ce que regardé ça cette semaine, mais oui. Ouais, ouais. C'est bien, c'est gentil. Est-ce que tu as une recette de nourriture maison pour les poissons de nos bacs? Qu'est-ce que tu mettrais comme ingrédient, quoi? Tadam. J'en ai pas. Enfin, ma réponse va être non. J'ai pas de recette type. Euh, bon, enfin, j'en ai fait, mais en fait, ça s'applique jamais parce que les gens n'arrivent pas à trouver. Puis en fait, on peut toujours critiquer une recette. Après, on peut discuter des ingrédients Hmm. qui sont, enfin, de leur propriété. Mais donner une recette comme ça, puis elle va vraiment dépendre de chacun, de la disponibilité, de l'argent qu'on veut y mettre, de la capacité à stocker, et après de quel poisson on a. Quelqu'un qui va faire de l'élevage, ça va pas du tout être Ouais, la mais même enfin, le recette. récifaliste normal, enfin normal entre guillemets, qui a des chirurgiens, des poissons clowns,
éventuellement des antias. Si tu dois préparer de la nourriture, tu mets quoi comme ingrédient, quoi? En général, enfin, moi, ceux que je côtoie, ils ont plutôt tendance à faire appel au congelé. Donc, ils ne fabriquent pas leur pâté. Euh, il va falloir qu'il y ait du crustacé, il va falloir qu'il y ait de la viande de poisson. Mais ouais, donner une recette comme ça, là, j'aurais pas ça. On va dire que mon travail au quotidien, ça va plutôt être d'essayer de trouver les failles des recettes de chacun. Ouais. Euh, mais en sortir une qui marcherait à tous les coups, enfin, j'en ai pas à donner. Il y a des choses auxquelles il faut faire attention, hein, le taux de graisse des chairs de poisson, la qualité des aliments. Mais là, comme ça, sortir une recette, non, j'en aurais pas. Et puis, enfin, même si je devais bosser dessus, c'est très compliqué à sortir comme ça. Mhm. Parce qu'en plus, la difficulté aussi, c'est qu'à partir du moment où on se base sur une recette, enfin, chaque recette a des défauts, donc il faut aussi pas oublier que ça se corrige. Moi, je travaille plutôt avec des incorporations, tu en as parlé à l'introduction, hein, mais de vitamines, de choses comme ça pour rééquilibrer les rations. Mais sortir, ouais, Et tu non. travailles avec des produits vétérinaires pour les vitamines, j'imagine, ou des produits du commerce? Euh, Alors, vétérinaire, ça ne veut pas dire grand-chose. La seule chose que ça pourrait vouloir dire, on va dire, c'est que c'est de composition connue. Donc moi, c'est plutôt médical que je vais dire. d'accord. Mais comme on travaille avec des animaux, c'est souvent vétérinaire. Mais en fait, ce qui est important, c'est d'avoir des compositions connues. Et c'est le problème de beaucoup de produits commerciaux, c'est que dans un souci de secret commercial, on ne sait pas tellement ce qu'ils mettent dedans. Et ça du coup, pour donner un avis, c'est compliqué. Donc moi, je travaille beaucoup avec des produits dont on connaît exactement, hein, des solutions de vitamines, où on connaît exactement la composition, pour pouvoir équilibrer les potentiels manques. Alors les manques sont encore une fois dépendants de ce qu'on donne en termes de type d'aliment. Le congelé crée des pertes de vitamines et d'oligo-éléments qui sont pas forcément les mêmes que la fabrication des granulés et la cuisson. Moi, j'attire l'attention surtout sur la vitamine C, beaucoup. Ça paraît logique quand je m'adresse à des gens qui travaillent avec d'autres espèces, avec les oiseaux, les reptiles, enfin, il y a des espèces enfin, surtout les oiseaux, ou mammifères, mais en poisson, c'est vrai que c'est pas trop commercialement développé. Mais avec la vitamine C, on fait vraiment des miracles, parce que c'est vraiment une vitamine qui a plus dans les aliments en poudre, enfin en poudre déshydratée. Mhm. La congélation la détruit beaucoup. Donc en fait, quand on en donne, il y en a peu, et à côté de ça, les poissons en ont vraiment beaucoup besoin. Donc la vitamine C, ça c'est très Et important. comment est-ce qu'on voit un poisson carencé en vitamine C? Alors moi, enfin, un de mes traitements, enfin, mes premières lignes de traitement pour la maladie des trous dans la tête. Donc les chirurgiens, je ne sais pas si tu as déjà rencontré ça, mais les chirurgiens qui ont des trous, des creux dans la tête, alors je dis pas que c'est le manque de vitamine C qui crée ce syndrome, c'est pas une maladie, c'est un syndrome. Mais en tout cas, pour retaper un poisson qui commence à faire des symptômes, la vitamine C est hyper importante. Après, les déficiences de vitamine C, c'est beaucoup des problèmes cutanés. C'est le scorbut du poisson, on va dire. Ah ouais? Mais des poissons qui ont du mal à guérir, des nageoires qui sont fragiles, qui se cassent. Euh, Qui s'effiloche? Ça peut, ouais. Alors, c'est Ça pas peut? forcément parce que vous avez ça que c'est la vitamine C. Le problème des vitamines, c'est que ça crée des dysfonctions, mais qui sont pas spécifiques. L'organisme marche plus trop bien, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on peut ouais, identifier sur les problèmes de peau, quoi. Les poissons qui passent leur temps à avoir des petites plaies, des petits bobos qui s'infectent, qui guérissent pas, alors que ça s'aggrave pas non plus, donc il n'y a rien de grave, mais la peau arrive pas bien à se régénérer. Des problèmes pour les espèces bon, ça va plutôt être ça en eau douce, mais pour les espèces qui se prennent le bec, des problèmes de lèvres qui mettent longtemps à guérir, qui restent blessés pendant longtemps, des problèmes de dents, enfin autour des dents, là, de gencives, on va dire, de lèvres, oui. Voilà, des problèmes labiaux, et puis après, oui, les érosions donc de la ligne latérale Ah et oui, la oui. tête. Et ça, je pense que la vitamine C a un grand rôle à jouer, soit en termes de cause. Moi, ça m'est arrivé
stopper net des problèmes de maladie de la ligne latérale avec la vitamine C, ou en tout cas dans une grande importance en termes de récupération, de cicatrisation. C'est-à-dire que même si on corrige le problème qui crée cette maladie, qui ne serait pas une carence en vitamine C, si on n'ajoute pas de la vitamine C, le poisson, de toute façon, arrive pas à guérir, quoi, n'arrive pas à Et cicatriser. cette vitamine C, c'est sous forme de gouttes que tu rajoutes aux aliments. Alors, il y en a dans plusieurs mélanges vitaminiques. Souvent, les doses sont pas suffisantes en tant que telles et on n'a pas les compositions exactes. Donc, moi, je préfère travailler avec des produits de vitamine C pure, où on n'ajoute que ça, parce qu'elle est tellement importante, pour moi, il faut vraiment la quantifier. Alors ça, vous avez plusieurs produits, hein. Il y a les moins chers, c'est en poudre, tout ce qui est vitamine C en poudre. Mhm. L'avantage, c'est que c'est stable et peu cher. Le problème, c'est qu'à doser, c'est compliqué, parce qu'une poudre, il faut la peser, et puis quand on prépare quelques grammes de nourriture, c'est délicat. Donc moi, je travaille essentiellement avec la vitamine C liquide. En vétérinaire, on a une substance injectable, liquide, qui est facile à incorporer à l'aliment. L'avantage au niveau alimentaire, c'est que les poissons adorent ça. Mhm. Ou en tout cas, ça leur fait pas, enfin, ça les répulse pas du tout. C'est facilement absorbable par les granulés, c'est facilement incorporable dans les pâtés et c'est facile à doser. Alors, la seule limite, et ça c'est le problème que vont rencontrer beaucoup d'aquariophiles, c'est que même ça, c'est pas stable. Une fois remis dans l'aliment, elle se dégrade très rapidement. Donc en fait, il faut l'ajouter au moment où on distribue, quoi. On peut pas D'accord. congeler et même préparer quelques jours à l'avance, ben, on enclenche un contre-la-montre où on a une diminution du taux de vitamine C dès qu'on la sort du flacon, quoi. Donc il faut pas compter dessus si on laisse l'aliment une semaine au frigo avant de le distribuer. D'accord. Là, il y a Alain Torté, notre nitrobactère national, qui fait des remarques. Les poissons font du gras avec les protéines. Le danger est de surdoser pour les herbivores et le profil d'acides gras parfois spécifique par espèce. Alors les acides gras, j'allais y venir. Il m'a fait une belle transition. Par contre, j'ai pas compris la première partie. Tu peux me répéter? Les poissons font du gras avec les protéines. Le Ouais. danger est de surdoser pour les herbivores. Et le profil, et il y a des profils gras parfois spécifiques par espèce de poisson. Voilà, c'est-à-dire Ouais. qu'il y a des poissons qui ne doivent pas Ok. tolérer certains Alors oui, acides oui, gras. j'avais pas compris. Non, moi non plus, dans un J'avais premier temps, j'avais pas compris sa phrase. Mais pas Alain est un compris la génie. première partie, mais oui, oui, c'est ce que je disais en introduction de la première partie, c'est que oui, c'est ça, un herbivore, il broute toute la journée. S'il mange que des choses riches, ça colle pas. Alors effectivement, l'obésité fait partie des problèmes à ce niveau-là. Il y a un apport en énergie qui est pas adapté. Et comme c'est des animaux qui ont un métabolisme où ils sont en permanence sur le fil du rasoir en termes d'apport, parce que c'est pas des bons chasseurs, on va dire. Ils ont une bonne tendance à stocker aussi. Quand ils ont la chance de tomber sur le nid de quelque chose de riche, ils stockent beaucoup. Et donc, si on crée ça de manière répétée, ce qui arrive jamais dans la nature, mais en captivité, ça pose des problèmes d'obésité et aussi des problèmes de digestion, hein, de flore digestive voilà, parce que c'est pas leur système digestif n'est pas fait pour un apport riche en permanence. Euh, Moi, j'ai toujours que les poissons sont des animaux à sang froid, hein, et que la bouffe, leur apport d'énergie, c'est uniquement pour bouger, quoi. Ils n'ont pas à régler leur température corporelle, en principe. Nous, hmm. la majorité de la bouffe sert à régler notre température, hein. Mais les poissons, eux, ils sont réglés par le milieu extérieur et Alors ça va être pareil que pour les reptiles, mais tu as raison. En l'énergie est plus plus de dépensée ça, pour bouger, quoi. ben, en plus de ça, ils ont une autre différence avec les reptiles. Enfin, enfin, on va dire un joker de plus par rapport aux reptiles, c'est qu'ils vivent dans l'eau, donc ils n'ont pas à se porter. En plus, ouais. Et l'énergie de se porter, c'est énorme, hein, pour des animaux terrestres. Euh, donc les poissons, ils n'ont pas ce problème non plus. Donc effectivement, ils sont très économes. Et en fait, l'essentiel de l'énergie, elle sert à l'osmorégulation. Ah oui?
Sur un poisson, c'est énorme. Et donc, du coup, c'est pour ça que, bon, là, du coup, j'ai sauté l'histoire des acides gras, mais Ah bon, on c'est va y retourner, on va y retourner, ouais, ouais, pardon. ouais, c'est pour ça que, ben, que pour les poissons d'eau douce, mettre un peu de sel, ça fait beaucoup de bien, et, enfin, entre autres, mais une des principales raisons. Et pour les poissons de mer, de baisser la salinité, ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Parce qu'en fait, une grande part de leur énergie est consacrée à équilibrer leur corps avec le milieu aquatique, qui a d'autres avantages, et effectivement, d'avoir une température qui est stable et d'avoir un portage. Enfin, ils ont pas besoin de se tenir, ils n'ont pas besoin d'utiliser leurs muscles rien que pour rester debout, quoi. Ouais. Euh, je pensais là, après on revient aux acides gras, une salinité élevée, ça fatigue les reins des poissons, c'est ça? Entre autres? Oui, oui, entre autres, oui, ça fatigue tout l'organisme. Mais les poissons en milieu marin, ils sont pas, enfin, ils sont pas équilibrés avec le milieu et donc ils travaillent énormément pour pas se déshydrater, hein, pour pas que l'eau quitte le corps et aille diluer la mer, si on peut résumer le concept. Donc effectivement, les reins étant le principal rempart à cette déshydratation, ils ont des efforts considérables à faire à ce niveau-là. Et si on est sur des salinités élevées, on peut créer des problèmes rénaux. En tout cas, on peut fatiguer l'organisme. Mm. D'accord. Donc les acides gras, c'est spécifique par Alors espèce. oui, les acides gras, on en parle beaucoup aussi pour les animaux terrestres, dont les humains, mais c'est les fameux oméga Hmm. qui sont parmi les plus importants. Il y a, bon, ce serait trop large d'en parler beaucoup, mais le monde aquatique a une base en acides gras qui est différente du monde terrestre et différente. Et donc, du coup, on a enfin, un besoin et une habitude métabolique des animaux aquatiques à l'utilisation des acides gras qu'on appelle essentiels, dans ces fameux oméga 3, 9, 6, qui est particulière et qui est encore plus importante que pour les animaux terrestres. Donc déjà, on en parle pour nous, hein, c'est très important, mais nous, on en a besoin à petite dose. Les poissons en ont vraiment beaucoup besoin. Malheureusement, ben, on utilise beaucoup de matières premières d'origine terrestre pour l'alimentation des animaux au sens large, mais notamment des poissons. Et l'autre chose, c'est que ces acides gras sont instables et sont vite détruits par tout ce qui est procédé de cuisson, de stockage et par l'oxydation. Donc dans les aliments secs, il y en a peu. En plus que, en général, il y a peu de matières grasses dans beaucoup d'aliments commerciaux distribués. Et donc ça crée un problème à ce niveau-là. Donc ça peut valoir le coup d'ajouter des matières grasses de qualité. Moi, je travaille beaucoup avec l'huile de foie de morue, la fameuse cuillère d'huile de foie de morue qu'on donnait aux enfants Mhm. à une certaine époque, mais ça a fait vraiment des miracles avec les poissons. Ça change tout, surtout sur des poissons nourris uniquement avec du sec. Ah oui. On a vraiment un effet très très rapide. C'est vraiment une des choses, pour moi, avec la vitamine C, c'est les deux points essentiels de. C'est-à-dire quand on a un poisson qui est mal en point, qu'on voit souffrant, enfin comment on s'aperçoit qu'il manque de vitamine C ou d'huile de foie de morue? Ouais, ça marche pas comme ça. Les carences, c'est un affaiblissement général, mais souvent, ce qu'on voit, c'est que l'animal tombe malade, donc ça n'est pas reliable au manque de vitamines en soi. Ce qui est sûr, c'est que quand ça va pas, de rajouter des vitamines, ça aide. Donc là où on voit l'effet, c'est vraiment sur, ben, alors soit en élevage sur la croissance, là on a vraiment une visibilité en termes de courbe, hein, on voit que la courbe de croissance change de pente. Mais après, sur un poisson qu'on va maintenir en long terme, ça va être la sensibilité aux maladies et surtout la capacité à récupérer derrière un problème, quoi. Euh, mais on va pas pouvoir dire ce poisson-là, il manque de. C'est impossible à déterminer comme ça. D'accord. Là, il y a quelqu'un qui dit, du coup, en préventif, est-ce qu'on utilise la vitamine C en préventif? Moi, je conseille d'en rajouter régulièrement. Ouais. Et c'est quoi le dosage? Par exemple, un aquarium de 300 litres, on dose par litre d'eau ou on dose par Alors, poisson? dans la nourriture, Dans la nourriture. on dose par gramme d'aliment. Alors, en théorie, on dose par kilo de poisson.
Ouais. Toutes les doses scientifiques qu'on a, c'est par kilo de poisson. Mais pour le peu qu'on en ait, hein, parce que si en marin, enfin en tropical, on ne va pas en avoir des masses. Mais si on fait un parallèle avec l'aquaculture, ça va être par kilo de poisson. Bon, en général, on fait une approximation en ornement parce qu'on ne connaît pas le poids des poissons et donc on fait une approximation enfin, dans l'aliment. Alors, la vitamine C, pour le coup, il n'y a pas de risque au surdosage. Donc, le seul risque qu'on a au surdosage, c'est le gaspillage. Euh, Hmm. euh, donc, le système aquariophile, hein, de mettre trois petites gouttes du produit commercial avant de distribuer, ça marche parce qu'en fait, bon, au pire, vous n'en donnez pas assez. Dans ce cas-là, bon, peut-être qu'il faudra corriger, mais donner trop, c'est quasiment impossible. Il y a peu de vitamines qui se surdosent en soi. Euh, voilà, on parle beaucoup de la vitamine A, et même pour la vitamine A, les doses quand même pour le surdosage sont vraiment énormes. Il faudrait vraiment se tromper beaucoup et Verser, confondre. verser le flacon, quoi. Voilà, voilà, on est sur des erreurs qui sont. Enfin, il faudrait se tromper de fois 100, mais quand vous mettez un millilitre par kilo d'aliment, entre 1 et 100, vous allez voir la différence, quand même. Enfin, se tromper à ces quantités-là, c'est compliqué. D'accord. Les dosages, là, je ne veux pas pouvoir vous les donner de tête comme ça, mais il y a des dosages par kilo d'aliments, en gros. C'est Ouais, comme ça qu'on va on, fonctionner. on peut trouver, je pense. Et bon, bah, du coup, maintenant, ils demandent pour l'huile de foie de morue aussi. Alors, l'huile de foie de morue, ça va dépendre de la teneur en graisse qu'on a de base. Souvent, on l'utilise, comme je vous disais, sur l'aliment sec. Ouais, Et donc, du coup, ben, on va se calquer quand même sur la teneur en graisse de cet aliment, qui est quand même assez variable, hein. On a des teneurs en graisse qui sont variables selon quelle qualité ou quel type d'aliment vous avez. Euh, enfin, en règle générale, il faut retenir, c'est à peu près, moi je conseille de doser à peu près à 1%. Donc ça fait un du, pour cent de la quantité de nourriture distribuée. Hmm. Donc ça fait D'accord. du 10 millilitres par kilo d'aliment pour de l'aliment sec. D'accord. Donc 10 millilitres par kilo d'aliments secs, Hmm. Maxime. Donc voilà. C'est à voir selon la teneur Donc en graisse. tu fais une règle de 3 et puis voilà. Et puis après c'est pas cette dose qu'il va falloir donner en permanence, hein. C'est quand on veut rajouter ces fameux acides gras importants. Maintenant, oui, c'est pas quelque chose à mettre forcément en permanence. Le problème, c'est aussi que ces acides gras sont quand même instables. Donc, dans la préparation des pâtés ou des pâtons, il vaudrait mieux en fait ajouter ça au dernier moment que le mettre à la préparation et le faire congeler pendant longtemps. D'accord. Ouais, d'accord. Ok. Donc Mais c'est au on moment a de la quand même décongélation, quoi. Les acides gras sont quand même plus costauds à la congélation que la vitamine C, par exemple. Mais on a une perte progressive par oxydation, par réaction avec le reste de la ration, qui fait que si on veut être sûr d'en avoir de qualité quantifiable, il faut les ajouter juste avant de distribuer. Ouais. Il y a Alain qui dit l'huile de foie de morue, c'est bien aussi pour la vitamine D et l'immunité. Alors oui, effectivement, il y a aussi dans cette huile, il y a aussi de la vitamine D, de la vitamine A et de la vitamine E. Le problème, c'est que là, par contre, la qualité. Bon, non, en fait, je dis ça, mais ça va être pareil pour les acides gras. Mais la qualité de l'huile est très importante. Les huiles de foie de morue, on a tout et n'importe quoi. Si vous achetez ça en parapharmacie ou sur Internet, selon si l'huile, elle est vraiment arrivée directement, si elle a traîné un an sur un bateau, si elle est restée au soleil, si c'est le fond du cubi ou si c'est la surface. Si c'est vraiment de la morue ou si c'est un autre poisson, ben, bref, il y a des variétés de composition. Donc moi, je travaille avec une huile qui est encore une fois médicale où les compositions sont vérifiées et le taux de vitamine est rééquilibré si jamais il n'est pas dans les standards. Euh, et donc effectivement, quand on connaît les taux en vitamines, bah oui, effectivement, il y a des vitamines intéressantes. Maintenant, il faut voir quelle est la qualité à la base de ces études. D'accord. Euh, moi, j'ai une question. Si j'achète un poisson, je suis content. Je rentre à la maison, il est dans son sac. J'égalise les températures et plouf, ou je me casse le tempérament à l'acclimater.
Ben, tu commences mal parce que normalement, tu es censé le mettre dans ton bac de quarantaine. Oui, mais quand on n'a pas. Donc là, c'est plus compliqué. Bon, non, sur l'acclimatation, le plus important, c'est la température. Et après, bon, ça dépend du contexte. Et là, encore une fois, moi, je travaille avec des professionnels qui acclimatent des milliers de poissons en quelques minutes. Ils vont pas avoir la même manière de faire que quelqu'un qui achète son poisson qu'il a eu, qui s'est payé à Noël une fois par an et où il va avoir le temps de faire. Euh, le grand risque des acclimatations, c'est les désordres, enfin, c'est les désordres pH et l'ammoniac. Donc quand même de vérifier les paramètres d'eau avant le lâcher, ça permet quand même d'éviter les gros problèmes. Soit dit en passant, les vrais accidents d'acclimatation hors température euh, sont quand même assez rares. Et par contre, les accidents, quand je dis accidents d'acclimatation, c'est choc à l'introduction, sont quand même assez rares. Par contre, moi, j'ai vu beaucoup d'accidents de goutte à goutte qui se bougent, qui débordent, de poches qui coulent, le poisson est fini étouffé dedans. Hmm. Donc, c'est, voilà. En pesant le pour le contre, en général, les professionnels qui brassent du poisson, ils minimisent l'acclimatation et en fait, il y a très peu de casse. Euh, moi, je prendrais quand même la valeur du pH pour savoir un peu, mais encore une fois, ça dépend du contexte. Si vous venez de votre vendeur qui est à 10 minutes de chez vous, euh, là, enfin, il y a quasiment aucun risque. Si le poisson, ça fait 48 heures qu'il est dans une box et que vous ne savez pas comment il a été emballé, ça ne va pas être Ouais. le Là, il même y a temps. Alain qui dit il faut le mettre dans de l'eau très peu salée pour le réhydrater après un voyage. Mais bon. Oui, sur de l'acclimatation, mais dans l'optique où on va le relâcher dans un bac récifal qui est probablement très salé, ça fait un peu yo-yo dans l'osmose, là. Donc, à voir, selon le contexte. Sur un principe d'arrivée en quarantaine, où on peut mesurer et maîtriser tous les paramètres, je suis d'accord avec lui. Mais pour le lâcher dans ton bac où tu n'as pas fait de quarantaine, là, plus délicat, parce que là, en fait, c'est une pseudo-quarantaine, mais pour savoir à quel moment on va pouvoir le remettre dans le bac qui a à salinité élevée, c'est délicat. Là, il y a Alain qui demande pourquoi des fois on achète des poissons, certains poissons en boutique, et ils tiennent pas une semaine dans l'aquarium, quoi. Il y a une cause principale à ça ou... Parce qu'il les a achetés déjà morts, non? Non, déjà mourant, bref, non, c'est un problème. Il y a des phénomènes, je dis ça en rigolant, mais enfin, c'est blague à part, quoi. Non, il y a des cas où les poissons pètent très rapidement et des fois ça défie un peu la science. Souvent, c'est des phénomènes bactériens, c'est des septicémies, des flambées bactériennes aiguës, suraiguës. Euh, c'est pas facile de savoir si le poisson était déjà contaminé ou non. En général, il est déjà affaibli, porteur, et le stress de le lâcher dans un environnement qu'il ne connaît pas, de se faire courir après, ça active le phénomène. Donc en général, sur les cas où j'ai pu investiguer, ce qui est assez rare, on trouve une bactérie, souvent un vibrio, mais une mauvaise bactérie qui est passée en phase septicémique et qui plie le poisson. Des fois, ça va très vite, ouais, c'est ça, 48 heures en général. Euh, c'est assez particulier. Et bien après, il y a tous les problèmes physico-chimiques. Si le poisson a pris un coup d'ammoniac, et donc il colle à peu près. Enfin, c'est rare que le poisson meure dans l'heure où on l'introduit, hein. En général, c'est Mm. 24, hein. Ou en tout cas, on le retrouve 24 à 48 heures plus tard. Mm. On a perdu, enfin, on a le son, mais tu bouges plus, là. Euh, Ça y est, tu Ah, rebouges. Euh, ouais, je vous ai perdu, ça a coupé longtemps. non, non, ça a été, ça a été. Il y a Alain encore qui est donc qui est biologiste et qui a travaillé, qui a vendu du poisson pendant longtemps et compagnie. Il dit un poisson déshydraté souvent ne mange pas et il crève, quoi. Mais bon, possible. Oui, 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 mais c'est le problème. Mais là, toutes ces choses-là, je suis entièrement d'accord et je vais juste mettre ça dans la case quarantaine. Et D'accord. Alors là, justement, il y a quelqu'un qui demande comment procéder une bonne quarantaine.
C'est quoi une bonne quarantaine? C'est un bac qu'on peut maîtriser et sur lequel on peut intervenir pour modifier quelque chose si jamais il faut. Ce qui n'est pas le cas d'un aquarium dans lequel on lâche. Ça, c'est pour la partie technique. Et pour la partie théorique pour le poisson, c'est un bac où il va pouvoir se reposer et où vous allez pouvoir séparer enfin, le très, très, très gros stress du transport qu'il vient de subir, du stress de la mise en contact d'un nouvel aquarium, d'une hiérarchie qu'il ne connaît pas, d'un décor qu'il ne connaît pas, de paramètres physico-chimiques qu'il ne connaît pas, et d'une population enfin, d'un microbiote qu'il ne connaît pas. Et donc, en fait, il faut séparer les deux. Le poisson, normalement, il a un système immunitaire, il est capable de faire face à certaines choses, mais là, enfin, on lui en demande beaucoup, quoi. On enchaîne des choses. Et en plus, selon le contexte, encore une fois, euh, tant que vous n'avez pas pris le temps d'observer un poisson, vous ne pouvez pas savoir ce qui s'est passé avant. Souvent, on me dit, ah, mais moi, je suis allé chez le vendeur, il me l'a pêché, il allait bien. Ouais, mais enfin, est-ce que vous êtes sûr que celui qui a été pêché, c'est vraiment celui que vous aviez vu avant? Ça dépend du contexte, encore une fois, mais voilà, le seul moyen de savoir si un poisson va bien, déjà, c'est de savoir s'il nage normalement, puis s'il mange. Et si vous le lâchez direct, vous ne pouvez pas d'abord vous rendre compte de tout ça, parce qu'en général, quand on lâche, il va se cacher, puis c'est fini. Et puis en plus, vous ne pouvez pas l'aider si jamais ça va pas. Ouais. Donc, il faut un bac où on peut intervenir, donc on peut changer la salinité, on peut changer. Donc ça veut dire pas d'invertébrés, on peut changer la luminosité, on peut changer le brassage, on peut changer les paramètres, on peut intervenir, quoi. On peut Et changer ce qu'on veut comme on veut. combien de temps elle doit durer cette quarantaine Et alors là, ça c'est la question toujours qui traite, mais il y a pas de règle. L'autre fois, je lisais un article américain là, qui était très intéressant, justement, où c'était des vétérinaires et physiopathologistes qui essayaient de donner un chiffre parce qu'on leur demande tout le temps. Mais eux, ils se sont accordés à dire que pour eux, en pesant le pour et le contre, bon, ce serait 3 semaines. 3 semaines? Bon, 3 semaines, c'est très long. Et puis après, on entre dans d'autres risques. Il y a des poissons, 3 semaines tout seuls dans un bac, ils dépérissent, ils stressent, ils se laissent mourir. On n'arrive pas à les nourrir. Donc, en fait, ça ne marchera pas dans tous les cas. Disons que sanitairement, 3 semaines, ça permet d'avoir eu le temps de vraiment, si le poisson est arrivé contaminé, ça lui a laissé le temps d'exprimer tous les symptômes et toutes les évolutions de maladie possibles avant de prendre le risque de tuer les vôtres en leur propageant la maladie. C'est notamment pour ce qui est viral qu'on a très peur parce qu'il n'y a pas de symptômes clairs. Et si on transmet un virus aux poissons du nouvel aquarium, c'est la cata. Pour le poisson, c'est une question de référentiel, mais si on se base sur le référentiel du nouveau arrivé, pour lui, euh, une- déjà 3-4 jours, c'est déjà beaucoup. Si on Ouais. compare avec un lâcher comme ça direct dans l'aquarium, c'est énorme. Parce que 3-4 jours, il a le temps de se retaper, il a le temps de manger, vous avez le temps de lui donner quelques noplis, il a le temps d'équilibrer l'osmose et compagnie. C'est déjà énorme par rapport à zéro. Donc sur le plan du poisson, ouais, quelques jours, c'est déjà beaucoup. Mais sanitairement, en fait, il faudrait pousser à plusieurs semaines. D'accord. Et le bac de quarantaine, c'est quoi? C'est un bac de 60 litres, 50 litres, 100 Ouais, moi je litres? conseille 60. 60, c'est pas mal. Ouais. Après, bon, quand c'est des petits individus, on peut être sur du 20 litres ou du 30, mais après, il y a toutes les problématiques techniques de la température, de la filtration. Il faut un certain savoir-faire. Les éleveurs savent faire, mais quelqu'un qui aurait qu'un aquarium de 2000 litres dans sa salle à manger, gérer un bac de 20 litres, c'est la panique. Donc voilà, faut modérer. En général, en gros le bac du débutant, quoi. Le bac qu'on conseille à l'aquariophile débutant, 60 litres, on a à la fois une inertie et à la fois un volume qui est gérable en termes logistiques et D'accord. place. Là, il y a encore Alain qui dit, j'ai vu des poissons remanger en 24 heures après avoir baissé la salinité à 1016. Des flaves, par exemple. J'ai Euh, entendu le mot des poissons. Remanger en 24 heures après avoir baissé la salinité à 1016, 1020, quoi. Au lieu d'être bon. Ouais, bah enfin, la baisse de salinité, je l'ai dit tout à l'heure par rapport à l'effort d'osmorégulation, ça aide beaucoup les poissons, hein. Ouais. Et en cas de point blanc, justement, ou d'autres choses,
Est-ce que le bain d'eau douce, c'est Alors ça, c'est autre conseillé? chose, hein. Là, il faut bien faire attention. On a le même problème en eau douce avec le sel. Les gens, ils Hmm. mélangent tout, bain flash, bain longue durée, bain aide physiologique, traitement. Bon. Le bain flash, là, l'idée, c'est pas du tout la même chose. En fait, on traite en bain flash comme on traiterait avec du formol. Le but, c'est que ça rentre pas dans le poisson. Et le but, c'est de tuer les parasites par choc osmotique avant de tuer le poisson. L'idée, c'est un peu ça. Donc là, on n'est plus du tout sur les mêmes choses. Le problème, c'est que c'est quelque chose de stressant. Donc, il faut voir déjà en fonction de l'espèce. Et là, ben, c'est chaque aquariophile qui se fait un peu l'expérience de tout le monde, parce que scientifiquement, on a zéro données. Après, il y a en fonction de la taille. Je ne sais pas si vous avez, qui m'écoutez, déjà fait, mais selon l'âge, la taille d'un poisson, la tolérance au bain d'eau douce va pas du tout être la même. La rapidité de perte d'équilibre va pas être la même et les accidents, le risque d'accident va pas du tout être le même. Et après, alors quand on parle d'animaux qui sont malades, donc qui sont pas physiologiquement à l'optimal de leur forme, là, ça va être compliqué parce que ça peut être le coup de grâce, hein. Un choc osmotique, c'est pas bon. On en parlait pour l'acclimatation, là, on en crée un hyper fort volontairement, donc c'est un peu contradictoire. Cela dit, en passant sur du préventif, c'est quand même un des traitements qui permet pour les parasites d'éliminer le maximum de risques euh, lors des transferts de poissons. Donc c'est quelque chose qui marche bien et pour certains parasites, c'est même un des principaux moyens de lutte de propagation. C'est-à-dire, le poisson reste dans l'épuisette, il est trempé dans l'eau douce et remis dans le bac, c'est ça? C'est ça un bain Oui, le bain flash? d'eau douce, souvent, c'est bon, pas forcément rester dans l'épuisette, mais c'est transféré dans de l'eau douce d'un coup. Donc il faut faire attention à la température en général pour essayer de ne pas créer un autre choc, en plus du choc osmotique. Mais oui, c'est ça. Et en fait, le poisson va perdre petit à petit son équilibre. Ça ressemble un peu à une anesthésie. Mhm. Et on compte alors soit en temps, soit au comportement. Encore une fois, ça dépend de l'habitude de la personne. Mais en général, enfin, chez les chirurgiens, par contre, par exemple, c'est impressionnant. Ils changent de couleur, ils se couchent au fond, et puis on les remet dans l'eau de mer, et puis ça repart. Donc c'est voilà, c'est quelque chose qui marche bien, mais qu'il faut maîtriser et qui est quand même stressant pour le poisson. Et pour Donc, l'aquariophile. et pour l'aquariophile, oui. Euh, Est-ce que vous avez des questions? Allez-y, allez-y, allez-y. Tu voulais parler de quoi d'autre, Jérôme? On avait d'autres sujets à évoquer. Ouais, le sujet, il y en a beaucoup, mais là, comme ça, Les c'est déjà pas coraux, mal. les On a fait un coraux, bon euh, éventail. les coraux, tu t'en occupes aussi ou ça se soigne des coraux? Alors moi, du coup, je fais oui, des consultations en distanciel. Là, je fais du conseil pour aider les gens à régler les problèmes. Et en marin, je suis beaucoup plus appelé pour des coraux que pour du poisson. Euh, Donc, ça m'arrive de travailler dessus. Alors, il faut passer par des analyses sur du visuel, c'est très compliqué. De toute façon, c'est pareil pour les poissons. Mais enfin, sur des analyses, ça m'est arrivé de faire des investigations. Je sais que, alors moi, c'est pas mon domaine à la base enfin, d'investigation. Il y a déjà beaucoup de choses à faire sur le poisson. Mais par contre, j'ai une connaissance, une compréhension des phénomènes de parasites, de bactéries, qui fait que ça permet quand même en termes de traitement, en termes de cycle, en termes de prise en charge, d'aider. Mais enfin, à l'heure actuelle, se baser uniquement sur des photos, vidéos, comme je vois passer sur les groupes ou Facebook et compagnie, c'est très compliqué. Si on ne regarde pas au microscope ce qui se passe, on ne sait pas ce qui se passe. Enfin, déjà sur les poissons, je répète Et, ça pour un fou, et mais c'est comme ça. Mais alors sur du corail, au niveau symptômes cliniques, tu prélèves un peu de corail, tu regardes au microscope s'il y a des parasites, c'est ça, des bactéries. la première étape, c'est de regarder ce qu'il en est au terme parasitaire. On parle souvent des planaires, par exemple. Enfin, Ouais. moi, ça m'est arrivé 2 fois de diagnostiquer un problème de planaire au microscope. Et la personne n'avait pas vu une seule planaire.
et on ne les voyait pas, elles étaient trop petites, et selon les coraux, ça se cache à des endroits, sorte que la nuit, bon, bref. Donc après, il y a les parasites, ça c'est vraiment gros, mais on voit les œufs. Mais après, il y a des parasites, il y a des flagellés, des ciliés, des choses qui ne se voient pas à l'œil nu et qu'on peut voir au microscope et qu'il faut éliminer en fait. Parce que c'est comme la maladie de la ligne latérale, vouloir absolument mettre cette forme clinique dans une case, cette maladie, ça ne marche pas. Souvent, c'est une évolution. On a d'abord, enfin, si on a un problème parasitaire, derrière, il y a des bactéries qui arrivent, et puis des champignons, et puis en photo, on va dire c'est les champignons. Oui, mais si on traite contre les champignons, ça ne fera pas le travail parce que derrière, il y a deux étapes Mais qui. là, c'est quand les gens t'appellent, c'est quoi? C'est des coraux qui blanchissent, des coraux qui s'ouvrent moins bien. Alors, les particuliers, souvent, ça va pas jusqu'à l'analyse. En fait, souvent, ils ont peur pour le reste de la collection, mais bon, il y a le prix du corail qui fait que ça va pas jusque-là. Euh, Moi, les fois où j'ai eu à intervenir, soit c'est des visites à domicile que je fais, soit c'est les pros. C'est les pros qui veulent savoir vraiment ce qui se passe. Donc là, ça va être enfin, du prélèvement, alors soit de la dissection carrément, on tue la pièce, mais ça peut être simplement casser un bout qui est déjà mort et gratter sur les bords, et des ensemencements bactériologiques, de l'observation microscopique. En fait, il faut ratisser large pour éliminer les causes petit à petit et cibler ce qui se passe. Alors, je sais que j'ai commencé un petit peu, mais il faudra que je creuse plus. Et en Amérique du Nord, ils ont identifié des maladies qui cherchent par PCR. Ah Euh, ouais? nous, en Europe, on n'en est pas là. J'ai pas, même pas moi accès aux outils PCR. Mais le problème, c'est il faut se méfier des PCR pour les recherches bactériologiques parce que c'est enfin, les bactéries, c'est pas aussi simple qu'un virus où elles peuvent être là et pas être la cause du problème. Mhm. Sauf que quand on va faire la PCA, on va la trouver. Mais ça ne veut pas dire que c'est elle qui crée le problème. Donc il faut être très prudent là-dessus. Mais de toute façon, en France, on n'a pas les outils pour le moment. Ouais. Est-ce que tu as une solution radicale contre les planaires, Jérôme? Il y a le fameux traitement lévamisole qui marche bien, hein. Mais le Ouais. problème, avec tous les effets secondaires qu'il apporte. Mais le traitement lévamisole marche bien, les traitements vermicides. Mais le problème, c'est que souvent, on va me dire, ah oui, mais moi, j'ai mes spirographes et mes vers de feu et je veux pas les tuer, et mes vers incrustants, etc. Et là, là, c'est compliqué, quoi. Si dans un aquarium, vous avez une artémia et une crevette, ou alors, voilà, c'est comme si vous vouliez tuer les souris sans tuer les rats dans la même grange, quoi. Mhm. Le même poison. Soit vous trouvez un moyen qu'il n'y en ait qu'un des deux qui mange, soit c'est impossible. Ouais. Donc là, l'évamisole, c'est ce que tu fais, quoi. Levamisole, oui, il y a plusieurs molécules qui marchent. Le praziquantel donne des bons effets. Mais après, il y a la lutte biologique, hein. La lutte biologique, C'est-à-dire avec des poissons prédateurs. poisson, invertébrés, concurrence. Euh, mais bon, ça, c'est pas mon. Enfin, c'est pas là que le vétérinaire intervient, mais ça peut être très efficace. Et voilà, encore une fois, il faut voir le contexte. Quand on s'en sort plus, il vaut mieux sortir les pièces et traiter, enfin, il vaut mieux. On ne peut pas faire autrement que traiter avec une molécule. Si on peut s'en sortir en lutte biologique, c'est le mieux à faire. D'accord. Là, il y a Yannick qui demande si tu interviens partout en France et où es-tu situé? Montpellier, je suis situé. C'est mon point de départ et effectivement, j'interviens partout en France. La limite étant les frais de déplacement qui sont pour le moment pas faciles à justifier, à faire accepter aux gens. Donc, pour les particuliers, en termes d'intervention, je fonctionne par tournée. En fait, je passe dans une région. Ouais. En général, c'est les professionnels qui m'organisent mes tournées, entre guillemets. Enfin, c'est-à-dire que c'est mal dit, mais je cale mes tournées sur des visites de professionnels. Et quand je suis dans une région, enfin, je fonctionne par mailing list. Donc, tous les gens, tous mes clients, tous les gens à qui j'ai eu affaire ou qui m'ont contacté pour me demander d'être sur la mailing list, je les inclus là-dedans et je leur dis que je suis pas loin. Voilà. Et après, on voit si c'est faisable en termes de faisabilité en temps et financière. Mhm.
Et est-ce que tu as vu des nouvelles maladies émerger chez les poissons? Ou c'est toujours du classique? Enfin, tu vois des nouveaux trucs, tu te dis, tiens, mais qu'est-ce que c'est que cette maladie? C'est mon quotidien. On a très peu de données en fait. Ouais, Donc, bah oui. du coup, et puis moi, en plus, en général, quand on en vient à m'appeler, quand on en vient à appeler un vétérinaire dans ce monde-là, c'est que vraiment, tout le monde, c'est que, enfin, tous ceux qui ont pu dire quelque chose qu'ils connaissaient déjà, ils n'ont plus rien à dire, quoi. Donc, oui, non, c'est mon quotidien. Et malheureusement, il y a pas mal de cas où on n'arrive jamais à identifier le problème. Après, émergente, il y en a sûrement, mais en fait, on est à un tel point de non-connaissance que moi, je parle pas d'émergence, je parle de découverte. Enfin, c'est juste quand on cherche, on trouve. Mhm. Et de là à dire qu'elles sont émergentes, en fait, ça se trouve, elles étaient là depuis des années. Enfin, la plupart des, entre guillemets, émergentes que j'ai identifiées, en fait, de ma courte expérience, j'ai pu relier plein de cas précédents qui étaient dus à ça, mais c'est juste qu'on ne connaissait pas, on n'a pas cherché. En fait, la principale problématique de l'aquario, de l'ornement, c'est qu'on ne fait pas d'analyse. Mhm. À part analyser la flotte, Mais voilà, mais en termes, je parle de maladie. en termes Et, biologiques, oui. et si on ne fait pas d'analyse, en fait, on parle beaucoup, mais on n'avance pas sur qu'est-ce qui se passe réellement. Là, il y a Monsieur Dudé qui passe nous voir, là. Salut Alain. Là, je pensais à un truc. On sait que la mer Rouge, elle a une salinité plus élevée que l'Indo ou l'Australie, hein. C'est autour de 39-40 grammes par litre en mer Rouge. Les poissons qui vivent, ils sont adaptés au niveau de leur système d'osmose. Ils ont une morphologie différente. Est-ce que ça a été étudié, ça? Je ne saurais pas dire spécifiquement. Euh, alors, c'est sûr qu'ils doivent avoir physiologiquement enfin, une sélection qui fait qu'ils sont plus adaptés à ces salinités-là. Après, en chiffrage, je n'ai jamais lu de choses là-dessus Non, je sais pas spécifiquement. si je posais la question au cas où s'il y avait eu des études. C'est possible, mais là, c'est pas que je dis qu'il n'y en a pas eu, c'est que je n'ai pas cherché dans ce domaine-là. Moi, j'ai pas mal travaillé sur les espèces de saumâtres migratrices, où là, où les espèces qui sont capables de s'adapter à des variations. Mais sur les espèces marines, je ne sais pas spécifiquement, mais je suppose que oui, il y a des spécificités. Après, il y a quand même des animaux qui arrivent à tolérer des variations, et plus ou moins ponctuellement. Euh, et il y a aussi une comparaison, enfin, comparer avec le milieu naturel, c'est pas forcément faisable. À conditions égales, dans la nature, les animaux prolifèrent et se reproduisent, mais c'est pas ce qu'on veut qu'ils fassent dans l'aquarium. Et au niveau des fois, enfin, dans le milieu naturel, les paramètres qu'on va mesurer, c'est des paramètres de souffrance métabolique. Alors, je connais mieux l'eau douce, mais on va dire que tel animal vit à un pH acide. En fait, il souffre dans le acide et d'ailleurs, il meurt vite et il se reproduit vite pour pouvoir sauver l'espèce. Mais à l'échelle de l'espèce, ça suffit. Ça active, enfin, ça suffit à préserver l'espèce. Vous allez revenir un an après, ben, il y a toujours la même espèce. Mais à l'échelle individuelle, c'est pas bon, forcément. C'est pas la même chose qu'on demande dans un aquarium. Un aquarium, on veut que tel individu Si je me reste rappelle bien, vivant c'est les pendant kiwis 10 qui ans. en ont aussi dans nos eaux, il me semble, hein. Je me Oui, bah, il y a rappelle plus. plein d'espèces, mais donc je pense que c'est un peu la même chose. Sur des milieux un peu extrêmes, bah, peut-être que les espérances de vie sont plus courtes, Ouais, mais ouais, ouais. enfin, dans la nature, on s'en fout. Il y a très peu de vieux animaux. Ouais, Donc, il y a Bachir, je sais pas si tu as entendu parler de Bachir Das, qui avait un des plus bels aquariums français il y a quelques années. Il insiste, je sais que tu es là, Bachir, salut. Voilà. Il dit, moi aussi je suis là, donc je suis obligé de lui dire bonjour, hein. Voilà. Euh, il y a Yannick qui demandait comment on trouve les tarifs des consultations et le oui, il t'envoie quoi? Il t'envoie un mail pour pour me contacter, c'est par le site internet. Là, vous tapez Aquadocteur, il n'y a pas d'erreur possible. Aquadocteur, il y a un site internet, d'accord. Voilà. Et il y a une partie contact. Et sinon, après, pour les consultations en ligne, c'est la partie téléconseil, où là, on peut s'enregistrer directement pour ça s'il y a un problème. Mais par exemple, par rapport à ce que je disais, pour faire partie de ma mailing list, vous me contactez juste, il me faut le mail, le nom et enfin, la ville, département où vous habitez. Et si je passe dans le parage, vous recevrez un mail qui vous dira que je suis dans le coin. D'accord.
Est-ce que vous avez d'autres questions? Là, on a fait 1h20. Ça t'a paru long? Ça s'est bien passé? Tout Non, va bien? Tout tout va va bien? bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? On est à peu près dans le format de ce que je fais, 1h20, Oui, 1h30. c'est Allô, parfait. allô? Si vous avez d'autres questions, vous y allez. Sinon, dodo. Ben, avec plaisir pour en refaire une. Je pense que Ouais, une autre fois, il faudrait, enfin, une proposition, après, c'est toi qui gères ça, mais ça pourrait être intéressant de cibler un sujet ouais, avec sur plaisir. lequel on peut bosser un peu en amont et puis aborder un sujet particulier de manière plus Plus pointu. précise. Mais voilà, en tout cas, merci beaucoup pour ton invitation. Ben, j'espère que l'activité d'aquadocteur va, comment dire, va croître, Hum. se développer. Si j'avais une question, t'es appelé, c'est par des pêcheurs, des fois, pour s'il y a un problème dans un étang, s'il y a un problème de Ah, mortalité. alors Les, moi, oui, c'est les... ma grande spécialité, c'est les coilles et je commence à travailler pas mal avec des carpistes. Ah ouais? Donc au niveau, oui, ça m'arrive d'intervenir sur des mortalités. Alors en général, ça passe beaucoup par les fédés de pêche, hein. Bah ouais, c'est ça, ouais, ouais. Ouais. Donc avant que ça arrive chez un vétérinaire, il faut que ça passe pas mal de d'aléas. Hmm. Mais Bien. c'est, Ouais, ça m'est arrivé. Sur de la carpe, beaucoup. Sur les autres espèces, en général, ça s'arrête au stade fédé de pêche. ouais. Il y a Maxime qui dit, il est super calé, faut pas le lâcher, lui. Non, non, t'inquiète, Maxime, je le lâche pas. Gentil. Merci. Je le lâche pas. La quarantaine, on traite pour prévenir ou on observe et s'il y a rien, bah tant mieux. On fait pas de préventif. On regarde juste le poisson. S'il a rien, bah il a rien, quoi. Ouais, là, je vais encore pas pouvoir donner une réponse simple comme ça dépend du contexte. D'où il y D'accord. a le poisson, voilà, quels sont les risques, ça dépend de l'historique. Parfois, le traitement préventif, c'est affaire aux vôtres de poissons, à ceux qui sont déjà là. Selon le contexte, si ça sort d'une infection bactérienne ou parasitaire dans l'aquarium, en fait, on veut protéger le nouveau. Donc là, ça va vraiment dépendre du contexte. Mais on va dire que la surveillance et la remise à l'alimentation, c'est l'essentiel du travail. Ok. Et là, on sait tout sur les vitamines et compagnie. Jérôme, docteur Blanc, je te remercie beaucoup. On reste Hum, en contact et puis on essaie de trouver un thème unique, enfin, avec l'aide du groupe. Là, j'espère qu'ils vont me donner des idées pour trouver un thème unique pour discuter quoi, sur un autre truc. Autrement, avec bah, plaisir. maintenant, tu seras sur la chaîne du Récif. Ok, ça marche. Voilà. Ok. Jérôme, Je je te vais voir les salue. nombreux lives parce que j'en ai vu deux là, mais Ouais. très intéressant. Merci pour Je votre te travail. salue. Je te conseille de voir. J'avais fait le docteur Bassler il y a longtemps. Tu sais, je sais pas s'il est veto ou quoi. Enfin, il commercialise des croquettes pour les poissons. Euh, Réducteur. Ouais, il ouais, est ichthyopathologiste. Le vétérinaire, je crois qu'ils disent pas ça chez eux, mais il est ouais, je sais pas ce ichthyopathologiste. qu'il fait. Et puis, non, il y en a quelques-uns, mais on se capte, je te dirais ça. Jérôme, salut. Ça sera bientôt sur la chaîne YouTube. Bonne soirée à tous. À bientôt. Ciao, ciao. Bonne soirée. Au revoir. Salut.